Cette leçon vient juste après l'étude de texte intitulé, c'est un texte de théâtre, donc une scène, intitulée de Personnages pour un rôle. Il est extrait de la pièce de théâtre de Cyrano de Bergerac. Cette pièce de théâtre a été présentée, ou surtout écrite par Edmond Rostand. Nous avons vu que dans cette scène, il y a deux personnages masculins et avec une fille. Il s'agit de Christian et de Cyrano. Et d'un autre côté, il y a la fille Roxane, dont les deux personnages sont amoureux, sauf que Tristan a manifesté cet amour, a déclaré cet amour à Roxane, mais avec un langage peu significatif. Quant à Cyrano, si on ose dire, c'est un orateur. Il parle avec éloquence, mais il n'a pas le courage de déclarer, d'effectuer une déclaration d'amour à Roxane. Et donc nous nous sommes inspirés de ce passage pour parler d'un certain nombre d'expressions relatives à la parole, relatives à l'expression, à commencer par l'éloquence. Que veut dire être éloquent? Ou parler éloquemment, ou parler avec éloquence. Là, nous avons les dérivés du mot éloquence. Éloquence, éloquent, l'adjectif. Éloquence, c'est le nom, bien sûr. Éloquent, c'est l'adjectif. Éloquemment, c'est l'adverbe. Et nous savons comment s'écrit. S'applique sur lui cette règle que lorsque l'adjectif finit par ENT, eh bien, l'adverbe s'écrit avec E, deux M, ENT. Il se prononce amant, éloquemment, comme prudemment, comme évidemment, et ainsi de suite. Donc, pour éloquence, que veut dire l'éloquence? Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est sa première signification. Donc, l'éloquence, dans sa première signification, est l'art de bien parler. L'aptitude à s'exprimer avec aisance, avec facilité. La capacité de persuader, donc de convaincre, comme dans l'expression, l'éloquence des chiffres. Oui, les chiffres, souvent, dans un texte argumentatif, il est recouru à des statistiques. Et les statistiques, parfois lorsqu'ils sont bien justes et exacts, nous n'avons pas besoin de parler. Les chiffres et les statistiques parlent d'eux-mêmes. Donc ils sont éloquents et révélateurs, bien sûr, et permettent de persuader. Bien. Donc c'est le caractère de ce qui est explicite, significatif, mais probant. Nous entendons souvent, il parle avec précision et concision. Dans l'écriture aussi. Souvent les professeurs dans la dissertation demandent aux élèves d'être précis et concis. Et là, donc l'éloquence, c'est être précis et concis. C'est-à-dire, la véritable éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut et à ne dire que ce qu'il faut. Là, c'est une citation d'un prince qui a vécu au XVIIe siècle, un prince français,
c'est François de la Rochefort qui fut à la fois écrivain, mais surtout un homme féru de l'écriture théâtrale et de la présentation théâtrale. Bien. Donc, ceci pour l'éloquence. C'est un art, donc il a des techniques. C'est une capacité, c'est personnel. Nous savons que dans le passé, le monde a connu de grands orateurs. Hitler était un grand orateur. Il parlait avec éloquence. Il réussissait toujours à galvaniser le public qui est devant lui. Nous savons aussi que Feu Hassan II était un grand orateur. Il parlait tout le temps, surtout en français. Il avait cette aptitude, cette capacité de pouvoir vous fasciner, surtout avec le choix des mots, avec le choix du langage. Donc il parlait avec raffinement, avec finesse. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger, là je parle de personnes, les érudits, apprécient beaucoup d'entendre Feu Hassan II parler. Bien. Pour expression, qu'est-ce que c'est que l'expression? Consiste à avoir cette manière de parler. C'est la façon, c'est la manière de parler. Et cette manière de parler consiste à choisir des mots et mimiques qui traduisent l'état de celui qui parle. Donc l'expression est la façon de parler et la manière de parler. Choisir ces expressions, choisir ces mots et surtout parce que souvent la parole est accompagnée de gestes et de mimes. Donc la réaction souvent du visage, elle doit aussi transmettre un message qui traduise l'état bien entendu de celui qui parle. Eh bien, à propos, c'est ce dont on parle, le sujet. Oui, tu m'appelles à propos de quoi? À propos de quoi nous allons discuter aujourd'hui? À propos de quel sujet nous allons parler? Et ainsi de suite. Pour le langage, c'est le moyen d'expression. Et ce langage constitue, il est de mots, il peut être constitué de mots, langage verbal, il est aussi langage constitué de gestes, c'est le langage gestuel. Donc le langage, c'est l'ensemble des mots et de gestes qui nous permettent, bien entendu, d'émettre un énoncé dans une... Là, je voudrais revenir parce que ça m'est venu à l'esprit, c'est la double énonciation. J'en ai parlé dans les audios que vous aurez à recevoir tout à l'heure. C'est la double énonciation, je dis, c'est lorsqu'il y a locuteur et un interlocuteur et lorsqu'il y a un échange. Mais aussi lorsque la double énonciation, souvent, le personnage parle à son vis-à-vis, mais à travers son vis-à-vis, à travers son interlocuteur, il s'adresse au public. C'est pour cela que nous parlons ici de la double énonciation. Bien, donc nous avons encore deux expressions. Galimatias, c'est le langage incompréhensible. Souvent on transmet un message, l'interlocuteur n'arrive pas à le déchiffrer, n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit. Eh bien, il s'agit d'un galimatias. Souvent on dit dans le jargon familier, c'est du charabia, parce que on n'en tire rien on n'en tire rien. Bien, pour le discours, c'est un ensemble de paroles. Là, vous avez déjà vu cette expression, un discours. Déjà, lorsqu'on parle de discours direct et de discours indirect, mais le discours, c'est lorsque je prononçais un discours. Le roi, plutôt
la fête du trône, le roi prononce un discours adressé à la nation. Donc, c'est un ensemble de paroles, bien sûr des paroles qui contiennent un sujet, qui contiennent un thème, qui contient au minimum, je dis bien, un sujet, un thème, mais il peut contenir plusieurs. Donc des paroles avec qui doivent être compréhensibles. Bon, là, j'ai choisi quelques exemples. Gardez votre éloquence pour un autre. Donc là, nous avons éloquence. Donc, dans une situation quelconque, le locuteur s'adresse à son interlocuteur pour lui dire qu'il doit garder son éloquence pour une autre personne. Que signifie cette expression? Un mot. Bien sûr. À quel propos souhaitez-vous me rencontrer? À quel sujet? À propos de quoi? Pour quelle raison, si on veut dire, dans un sens plus large? Votre langage est peu convenable. Souvent, nous choisissons des expressions déplacées. Donc, un vocabulaire aussi déplacé. Et là, il lui fait la remarque, donc le locuteur, votre langage est peu convenable. Et qu'est-ce que c'est que ce galimatias? Qu'est-ce que c'est que ce galimatias? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce charabia? Qu'est-ce que des choses que le locuteur n'arrive pas à comprendre, à assimiler? Bien, finissez ce discours avant que je me fâche. Donc, arrêtez de parler avant que je me mette en colère. Donc, c'est un discours qui met en colère le locuteur et par conséquent, il le fait savoir à son interlocuteur. Donc là, vous avez un ensemble d'exemples et de situations où nous avons utilisé et exploité les expressions que nous avons vues: éloquence, expression, propos, langage, galimatias et discours. Bien. Je vous parlerai tout à l'heure des figures de style. Pour le reste des exercices, j'aurai le temps et le privilège de vous les envoyer sur audio. Là, ce ne sont que des exemples. Bien. Donc, pour les figures de style dont nous allons parler, elles sont puisées dans le passage théâtral, bien entendu, celui écrit par Molière, à savoir Georges Dandin, avec le personnage de, bien entendu, Perdiccas. Après 10 années d'absence consacrées aux études, Perdiccas retrouve sa terre natale. La joie du retour ici s'exprime par 4 figures de style. Nous savons que les figures de style sont faites pour émouvoir, pour avoir une influence sur le lecteur, sur l'auditeur, sur le téléspectateur, donc sur le spectateur aussi, comme c'est le cas ici, parce que nous savons que le théâtre est fait pour être présenté et non pas pour être lu. Nous avons 2 répétitions. Nous avons une apostrophe, nous avons une énumération. Bien. Donc, une métaphore. 2 répétitions, c'est l'emploi, bien entendu, d'une expression plusieurs fois.
Pour une apostrophe, c'est un appel. J'appelle quelqu'un. Je l'apostrophe, je l'interpelle aussi. Je le demande. Bien. Pour l'énumération, souvent l'énumération, c'est séparer entre des éléments appartenant à la même classe, bien entendu, grammaticale, je dis bien, avec une virgule. Et l'énumération fait partie de la gradation. Nous pouvons parler de la gradation dans l'énumération. Lorsque j'énumère dans un ordre croissant, 1, 2, 3, 4, les pieds, les genoux, le buste, ou là, le torse, et puis la tête. Donc je monte. C'est croissant. Dans un compte à rebours, on compte dans un ordre décroissant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pour ici, c'est souvent dans l'énumération ou la gradation, c'est au niveau de l'intensité des expressions. Et surtout dans l'ordre parfois chronologique de l'accomplissement des événements, bien des actions. Bien, nous avons 2 répétitions. Voilà, ligne 1, entre 2, 3 et 3. Voilà, répété à 2 reprises. Patrie, patrie, ligne 5. Donc, nous avons une répétition pour insister souvent. Cette répétition vise à insister, à mettre en valeur. L'objectif souvent de la figure de style. En général, nous savons que c'est pour émouvoir, entre autres pour aussi convaincre, mais aussi pour mettre en valeur la chose dont on parle. Une apostrophe exprimant l'enthousiasme. Ô patrie. Ô, c'est une interjection d'appellation. Ah, c'est une autre interjection de douleur, exprimant la douleur. Mais là, nous avons une interjection qui exprime l'appel. Comme vous pouvez le savoir, ô avec accent circonflexe. Et puis nous avons là, cette apostrophe se trouve entre la ligne 4 et 5. Une énumération des éléments qui composent le paysage. Voilà donc ma chère fontaine, voilà mes jours passés, mes noyers, mes sentiers verts, ma petite fontaine. Donc là, il y a énumération. J'ai une photo, donc dans un album de famille. Je peux énumérer mes grands-parents, mes parents, mes frères et sœurs et mes cousines ou mes tantes. Donc là, je fais une énumération. Qu'est-ce que j'ai fait lorsque je suis sorti? Je suis allé voir ma cousine. Je suis passé voir un camarade de classe. Je suis retourné chez moi. C'est une énumération. Le chasseur aperçoit la gazelle. Il épaule, ajuste, vise et tire. Donc, plusieurs actions qui sont énumérées, qui viennent successivement, ils sont énumérés, bien sûr, dans un ordre événementiel et progressif au niveau de ce qu'il fait. Il aperçoit, ajuste, ou plutôt épaule, ajuste, vise et tire à la fin. Donc nous avons ici une énumération. Pour la métaphore du nid, bâtir son nid, bâtir dans le sens propre, c'est construire, l'oiseau construit son nid. Mais là, il a une autre signification, à savoir, c'est au sens figuré, si on veut dire. Donc, lorsque je dis au
plutôt lorsqu'il écrit bâtir son nid, il renvoie à quoi? À la douceur d'une vie harmonieuse, c'est-à-dire une vie de quiétude, de tranquillité, de paix, donc au sens figuré de l'expression bâtir son nid. Bien, donc ceci pour la question relative aux figures de style. Je vous enverrai encore sur audio d'autres corrections raisonnées, Inch'Allah. Je vous souhaite bon fin de Ramadan, bon début de semaine comme toujours. Confinez-vous bien et à la prochaine, Inch'Allah. Donc, chers élèves, nous poursuivons la correction des exercices que nous avons entamés lors de la vidéo qui vous a été envoyée à l'instant, avec bien entendu l'exercice numéro 10 concernant les actes de parole. Eh bien, une demande, donc les verbes que nous pouvons utiliser ou qui peuvent représenter une action de demande sont réclamer, demander, interroger. Pour une réponse, nous pouvons dire répondre, répliquer, riposter. Donc là, comme vous devez le savoir, c'est dans le cadre des échanges de répliques bien entendu, dans un passage théâtral. Pour un appel, je peux dire apostropher, appeler, interpeller. Pour un désaccord, nous pouvons utiliser les verbes pronominaux se disputer, se quereller, contredire. Même si contredire peut être utilisé aussi bien comme étant un verbe tout court ou un verbe pronominal. Quand ça revient sur le locuteur. Pour une moquerie, nous pouvons dire se moquer, railler, ironiser. Je répète, donc pour l'exercice numéro 10, une demande peut être exprimée avec le verbe réclamer, demander ou interroger. Pour une réponse, je peux utiliser répondre, répliquer, riposter. Pour l'appel, donc un appel, apostropher, appeler, interpeller. Et tout à l'heure, vous avez vu dans la figure de style, nous avons vu apostropher. Avec un appel, surtout avec une interjection d'appellation au patrie. Pour l'exercice numéro 11, nous devons préciser le sens d'un mot. Pour A, c'est parler plus fort. Je ne vous entends pas. Il m'a parlé de sa situation en détail. Tu ne parles pas sérieusement. Ce que tu me dis est incroyable. Il m'a parlé sèchement. Il était très en colère. Elle a fait beaucoup de progrès en anglais. Elle parle maintenant couramment. Parle doucement, le bébé vient de s'endormir. C'est bien parler. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il parle toujours de façon hésitante. Il n'est pas très sûr de lui. Et comme vous pouvez le constater, nous avons le mot parler qui est répété dans plusieurs situations, mais qui a plusieurs valeurs. Donc, comme vous le savez, pour l'exercice 11, il faut préciser le sens du verbe parler en le complétant, avec un adverbe ou un complément circonstanciel. Dans la liste suivante, vous avez sérieusement, plus fort, de façon hésitante, couramment, en détail, sèchement, bien, doucement. Donc je répète
pour cet exercice. Pour A, parlez plus fort, je ne vous entends pas. Il m'a parlé de sa situation en détail, c'est B. Tu ne parles pas sérieusement, ce que tu me dis est incroyable pour la situation C. Pour D encore, il m'a parlé sèchement, il était très en colère. Pour le E, elle a fait beaucoup de progrès en anglais, elle parle maintenant ou elle parle maintenant couramment. Pour le F, parle doucement, le bébé vient de s'endormir. Pour J, c'est bien parlé, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et finalement, H, il parle toujours de façon hésitante, il n'est pas très sûr de lui. Donc ceci pour l'exercice 10 et 11. Pour l'exercice numéro 12, il est demandé de trouver les synonymes correspondant à chacun des adjectifs en bleu. Rusé, sournois, changeant, prétentieux, immoral. Et puis, il faut trouver aussi le nom correspondant à chacun des adjectifs figurant dans le texte. Nous avons une liste, bien entendu, d'adjectifs qui sont écrits en bleu, donc dans le texte, et nous avons encore une autre liste dans la consigne qui commence par rusé, sournois, changeant, prétentieux, immoral. Et nous allons faire la substitution. Bien sûr, pour rusé, l'adjectif qui lui correspond dans le texte, c'est artificieux. Pour sournois, c'est perfide. Pour changeant, c'est inconstant. Pour prétentieux, c'est vaniteux. Et enfin, pour immoral, c'est dépravé. Donc, ceci pour la première partie de la question. Pour la deuxième, à savoir, trouver le nom correspondant à chacun des adjectifs figurant dans le texte. Et bien voilà. Pour inconstant, l'inconstance. Pour perfide, la perfidie. Pour artificieuse, c'est l'artifice. Pour la vanité, ou plutôt pour vaniteuse, c'est la vanité. Et finalement, donc enfin, pour dépravé, ben, le nom qui correspond est celui de la dépravation. Bien, nous passons maintenant à l'exercice 13 concernant mensonge et vérité, c'est-à-dire les expressions qui correspondent au mensonge et celles qui correspondent à vérité. Il faut donner l'infinitif et le sens du mot confondu dans le titre de la pièce de Molière, Georges Dandin ou Le mari confondu. Ceci pour A. Pour B, il faut utiliser ce même verbe dans une phrase où il aura un autre sens. Ensuite, il faut relever le vocabulaire du mensonge dans ces expressions extraites de Georges Dandin. Ceci pour la première et deuxième question de l'exercice 13. Pour la troisième, il faut compléter l'expression mentir comme. Et puis, pour 4, donc pour la petite question 4, donner à l'aide d'un préfixe les antonymes des verbes abuser, tromper, mystifier, mentir, voiler la vérité. Voilà. Pour 1, A, confondu, participe passé du verbe confondre, qui signifie prendre en flagrant délit de mensonge. Prouver la culpabilité de quelqu'un. Donc je peux dire pour le participe passé confondu qu'il peut signifier prendre en flagrant délit de mensonge ou prouver la culpabilité de quelqu'un.
Pour B, mes amis sont jumelles. Je les confonds souvent. Donc, mes amis sont jumelles. Je les confonds souvent. C'est-à-dire, je n'arrive pas à identifier l'une de l'autre. Pour 2A, décompte à dormir debout. Fausseté, décompte à dormir debout. Et fausseté. Donc, 2A, il faut, bien entendu, relever le vocabulaire du mensonge dans ces expressions extraites de Georges Dandin. Donc, voilà. Donc, ce sont là les expressions. Décompte à dormir debout, fausseté. Pour le C, désabusé. Et pour D, c'est abusé. Voilà. Donc, ceci pour A, B, C et D. Concernant la petite question 2 de l'exercice 13. Pour l'adage ou bien la citation qu'il faut finir, c'est mentir comme, bien entendu, un arracheur de dents. Pour mes élèves, je pense que nous en avons déjà parlé. Pour la 4e question du 13e exercice, il faut donner à l'aide d'un préfixe les antonymes des verbes, ce qu'on appelle les préfixes de négation. Abuser, c'est désabusé. Tromper, détromper. Mystifier, démystifier. Mentir, démentir. Voiler, dévoiler la vérité. Bien. Pour l'exercice 14, où il est question de comparaison, gradation et métaphore. Une gradation, donc, il faut relever, ou plutôt, oui, il faut identifier les figures de style utilisées par Cyrano pour déclarer son amour. Donc, c'est une réplique que vous avez là, celle de Cyrano. Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus. C'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans une grelotte. Ou bien, pardon, donc comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne tout le temps. Le grelot s'agite et le nom sonne. Donc, une gradation, bien entendu. Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Nous en avons parlé tout à l'heure. La gradation montre le caractère démesuré de l'amour de Cyrano pour Roxane. Et c'est une, bien entendu, progression, comment dire, progressive, croissante. Une comparaison, c'est comme un gros lot. La comparaison est améliorative. Cyrano compare le nom de Roxane, sa bien-aimée, à un gros lot qui résonne de façon agréable dans son cœur. Une métaphore, le grelot s'agite. La métaphore prolonge la comparaison et procède à un glissement de sens entre le grelot et le nom de Roxane. Donc ceci dit, voilà pratiquement la réponse à toutes les questions qui figurent dans la page 206. Donc nous avons répondu à l'exercice 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je vous recommande de bien relire. Si vous pouvez, à travers l'audio, recopier la correction et raisonner dans votre cahier d'exercice. Je vous recommande aussi de suivre la vidéo, mais avant d'écouter les audios concernant l'étude de texte de Personnages pour un rôle, extrait de la pièce de théâtre de Cyrano de Bergerac,
bien entendu, écrite et présentée par Edmond Rostand. Je vous souhaite bon courage. J'ai le temps encore de vous revoir jeudi pour vous souhaiter bonne fin de Ramadan et bonne fête. Allez, au revoir et bon confinement.